y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les Cheveux Longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. Est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Tu me vois prendre mon pied et attaquer des vieilles dames avec nos futurs tatoués sur la poitrine? Je comprends rien de rien à ce qui se passe. T'as qu'à voir à la télé, les mecs, ils ont pas de ventre. On sait même pas s'ils chient. Mais célébrer, pourquoi vous voulez célébrer le cinéma? Parce que... il est pas assez célèbre déjà? Ou il l'est plus assez? Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Éclipse. Ce soir, je suis avec Arthur. Comment ça va, Arthur? Bonsoir, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Et comme d'habitude, comme vous avez pu le lire dans le titre, nous allons parler de Présence, le dernier film de Steven Soderbergh. Plus pour très longtemps, puisqu'il en sort un autre dans 15 jours. I never had anybody die. What's it like? Scary. The world cracks apart. You fall into this hole. Alors, Présence, de quoi ça parle? Une famille emménage dans une nouvelle maison où une mystérieuse présence hante les lieux. Arthur, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Présence? Alors, moi je suis un peu partagé. Ce ne sera pas le cas forcément de mon camarade ici présent, qui a davantage apprécié. Je suis un peu plus partagé sur le film dont j'ai trouvé le procédé filmique très intéressant, puisque je pense qu'il y a, en effet, on va peut-être citer les deux, mais je pense qu'il y a peut-être quelque chose à dire entre le réalisateur d'un côté et le scénariste de l'autre. Je pense que Soderbergh est un réalisateur que j'apprécie plus ou moins et sans l'idolâtrer. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé ces sortes de feel good movies, un peu de poteau, qu'à la Ocean Eleven, etc. Il a fait quelques beaux films, peut-être beaucoup trop de productions pour être vraiment globalement bon à chaque fois. Mais voilà, c'est un réalisateur qui reste quand même intéressant, plus jeune palmé à Cannes, si je me souviens bien, avec sa sur des vidéos à 24 ans, quelque chose comme ça. Donc rien que le fait qu'il fasse rager Xavier Dolan me fait plaisir. Mais voilà, donc c'est un réalisateur que j'apprécie et qui est plutôt intéressant. Mais ici, je suis un peu déçu. Dans le sens où, comme tu l'as expliqué, c'est un film des gens qui rentrent dans une maison, on a l'impression qu'elle est hantée. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le film est filmé du point de vue possiblement de la chose ou de l'être qui va hanter cette maison. Ouais, on spoil un petit peu, tant pis, c'est la vie, mais tout est filmé vraiment d'un point de vue, donc je pense avec Steadicam, d'un point de vue d'un être qui entrait cette maison. Et ça, c'est plutôt bien fait, en fait. On y croit vraiment. De temps en temps, il y a des regards caméra qui nous font croire que les gens sont au courant de la présence ou se rendent compte de la présence, etc. Il y a vraiment un travail de mise en scène qui est assez, peut-être pas exceptionnel, mais qui est vraiment poignant, qui est intéressant, qui cherche en tout cas à faire quelque chose qui a déjà été vu. La caméra première personne, comme dans les jeux, ça a déjà été vu, mais qui prend une autre ampleur, parce que je ne crois pas que ça ait été forcément vu dans le film d'horreur, ou alors par des petites séquences, pas forcément sur un film entier, en fait. Et donc, c'est globalement prenant à ce niveau-là. C'est surtout le reste que j'ai un peu de problème. Alors, les acteurs sont bons, donc pas là-dessus, mais plutôt sur l'écriture, en fait. Je trouve qu'au bout d'une demi-heure, passé le concept, le film a plus grand-chose à raconter. Alors, tu auras des choses, tu auras rajouté dessus, parce qu'on en a parlé un peu en off. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec ce que tu vas forcément dire après, je spoil un peu, mais je trouve que c'est pas très bien écrit. Je trouve que cette histoire du meilleur ami du frère qui est pas gentil, qui drogue ses amis, patati patata, c'est un peu capillotracté, c'est pas très fascinant. On sent qu'il a une idée de mise en scène, mais que le scénariste savait pas trop comment étirer ça sur 1h25. C'est pas très long, mais quand même sur 1h25. On a un concept un peu à la Ghost, je crois, c'est comme ça que ça s'appelait, qui était sorti il y a quelques années, où on avait vraiment un fantôme qui était représenté par juste une cape, un drap. Je crois que ça s'appelait Ghost. Il me semble qu'il s'appelait A Ghost Story, il me semble. Ah, A Ghost Story, voilà. On a un peu ce concept-là qui est intéressant, sauf que là, on est à travers les yeux directement du fantôme plutôt que de le voir, mais sur ce côté vraiment présence dans une maison, temps qui passe, etc. Donc il y a tout ça qui est intéressant, c'est vraiment sur l'écriture que je suis resté davantage bloqué. Parce que je trouve que les personnages sont pas intéressants, même si les acteurs sont bons. Je trouve que les mésaventures qu'ils vont vivre au fur et à mesure sont pas intéressants. La fin, elle est presque à pleurer de rire. Désolé, hein, mais ce passage par la fenêtre, sans spoiler plus que ça, je le trouve à pleurer de rire. Il n'y a que la toute dernière scène que je trouve retourne
au concept du film et nous refait avoir des frissons. Enfin, j'en ai vraiment eu à la fin, c'est-à-dire que j'avais condamné le film avant la toute dernière scène en me disant ça sert à rien. Et cette dernière scène, elle apporte quelque chose de vraiment prenant, ce qui n'était pas le cas pendant les 40 minutes précédentes. Et c'est un peu dommage en fait qu'il y ait ce gros ventre mou vers le premier tiers du film et ensuite pendant plus d'un tiers et demi. Et du coup, je suis un petit peu déçu malgré un très bon début, une très très bonne dernière scène, je trouve. Et bah au milieu, je suis pas convaincu. Ouais, ben, bon, je peux te comprendre. Après, pour donner pour donner mon point de vue, moi, au contraire, c'est un film qui m'a vraiment embarqué tout le long et j'ai pas forcément ressenti de ventre mou puisque, contrairement à toi, j'ai été hyper intéressé par, en fait, ce qui se passe dans cette famille. J'ai été hyper pris par les enjeux qui découlent dans des personnages de cette famille et j'avais envie de voir leur relation, en fait, entre eux. Leur relation ou presque plutôt leur absence de relation. C'est-à-dire que il y a quand même toute une ambiance un peu mortifère, en fait, dans cette famille qui se parle à peine, qui ne discutent presque jamais entre eux. Ils vivent dans une maison, mais ils ne s'y déplacent quasiment jamais. C'est-à-dire que, il faut quand même bien prendre conscience que, donc, comme tu l'as dit, on est du point de vue de la présence, qui donne son titre au film et cette présence est très mobile. On se déplace énormément dans la maison. Nous, en tant que présence, on voit, la maison, j'ai envie de dire, presque dans tous ses recoins. Ce qui n'est pas du tout le cas des personnages du film. C'est-à-dire que les personnages du film, eux, se déplacent assez peu et si vous regardez bien, il y a quand même très, très peu de moments où la présence, en fait, suit un personnage. C'est, on va dire, peut-être la grande différence, en fait, parce que le film est rempli de plans séquences et ça va être la grande différence, je pense, entre un plan séquence qui va justement suivre un personnage et donc la caméra suit un personnage parce qu'elle est du point de vue de ce personnage et là où on est la présence et en fait on a des plans séquences mais qui sont complètement désassociés des personnages qui sont dans cette maison puisqu'en fait la caméra est un personnage à elle toute seule. Elle se déplace, elle passe de pièce en pièce, elle voit les personnages d'une pièce à une autre, comment ils réagissent ou comment ils ne réagissent pas et en fait, on est plus là dans un esprit de presque de voyeurisme, plus que, comment dire? D'être témoin de ce qui se passe. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on est aussi témoin de ce qui se passe, d'une manière ou d'une autre. Mais il y a quand même régulièrement des séquences où les personnages font des choses et la présence s'en va. Et en fait, les personnages continuent de faire cette chose-là et nous, on ne suit plus, en fait, ces événements-là. On quitte régulièrement des personnages pour aller en voir d'autres puisque, bah, comme je l'ai dit, en fait, les personnages n'interagissent, en fait, finalement, très peu, lors de ce film. Ils ont très peu de dialogue entre eux, ce qui donne un côté dans l'écriture, moi, au contraire, j'ai trouvé qu'il y avait un côté assez subtil où justement, bon, il y a des répliques qui sont pas subtiles du tout, mais que j'ai trouvé assez fines. Par exemple, il s'avère que le personnage de la mère, qui est incarné par, Lucy Liu, elle est beaucoup plus proche de son fils que de sa fille. Ça, c'est quelque chose qui est flagrant dès le début du film. Elle fait, quasiment l'éloge de son fils tout le film et sa fille, on a l'impression qu'elle le calcule pas du tout et le personnage du père, donc qui est incarné par Chris Sullivan, il me semble, lui, au contraire, il est pas plus proche de sa fille, mais disons que par rebond, en fait, il est beaucoup plus. Il essaye quand même de rajouter cette fille qui, malheureusement, a du coup une sorte un petit peu de traumatisme parce qu'on apprend dans le film que une de ses amies est morte d'une overdose, enfin voilà, et que c'était une de ses meilleures amies et qu'elle a du mal à s'en remettre, etc. Et il y a par exemple une réplique du père à sa femme, il lui dit mais tu sais, tu as 2 enfants. Et c'est le genre de en fait, il y a très peu de moments où les personnages discutent entre eux et quand ça arrive, c'est toujours, je trouve, des petites répliques qui sont pas forcément subtiles, mais qui sont assez fortes et qui sont assez marquantes et qui en disent long, justement, sur un petit peu l'état de cette famille qui, certainement, d'un point de vue extérieur, comme un petit peu toutes les familles, paraît, normale et paraît, soudée et unie et qui, en fait, au sein de ce foyer, s'avère ne pas du tout l'être, mais pas du tout et tous les personnages ont des défauts, ou plutôt des démons, j'ai envie de dire. Par exemple, la mère est engagée dans une espèce d'histoire un peu trouble, de fraude, on ne sait pas trop de quoi il en est, parce qu'on est vaguement témoin de 2-3 choses. Et en plus, le film ne s'attarde pas plus que ça là-dessus. On parle de ça uniquement pour un petit peu montrer les liens entre, entre elle et son mari. Donc je l'ai dit, la fille a une sorte de traumatisme, le père est pas forcément non plus, super joyeux, il paraît, presque dépressif. Il y a limite que le fils qui lui, bon, on va dire est relativement bien dans ses baskets, mais il s'avère que, c'est un petit con.
c'est un petit con avec sa sœur, c'est un petit con au lycée. Il y a eu toute une histoire où, en fait, il y a une histoire de harcèlement et presque aussi de revenge porn qui sort à un moment donné, qui cause, voilà. Ce que je veux dire par là, je suis en train de m'attarder vraiment sur l'intrigue, je spoil énormément, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment des micro-touches, des micro-détails de choses comme ça, d'une présence qui est là et qui est témoin de tout ça. Ouais, on est presque du niveau du voyeurisme, mais en même temps, pas tant que ça. Par exemple, il y a une séquence qui m'a plu, une scène de sexe, mais qui du coup est filmée, mais qui n'est pas vraiment montrée. C'est-à-dire que le point n'est pas fait sur cette scène-là. Elle est en arrière-plan, assez floue, et donc elle est là, mais on ne la voit pas. Mais ce qui est intéressant dans ce parti pris esthétique-là, c'est qu'il a un sens. C'est-à-dire que la présence est là, elle est témoin de ça, mais elle ne veut pas le voir, elle ne veut pas le regarder. Et on comprendra d'ailleurs plus tard pourquoi. Je suis d'accord avec toi, il y a certains petits trucs qui sont peut-être un peu clichés. Je pense à l'histoire de l'ami du frère qui s'appelle Ryan, là. Il s'avère que c'est un petit con qui empoisonne les filles et qui les tue. C'est pas... Ça arrive peut-être un peu comme un cheveu sur la soupe, et d'un autre côté, le film a tellement une gestion, au contraire de l'ellipse et du coup des séquences qui fonctionnent bien, ça m'a pas plus choqué que ça, et j'ai beaucoup aimé justement aussi ce glissement vers une horreur à laquelle on s'attend pas forcément quand on va voir ce film, en fait. Comme tu l'as dit, on s'attendait à... peut-être que la promo s'est focalisée sur le film d'horreur, un petit peu, vous allez en prendre... vous en avoir pour votre argent côté épouvante, c'est pas du tout là-dessus que le film va aller, et au contraire, on va nous montrer, on va dire, la véritable horreur, celle qui existe de nos jours, c'est-à-dire celle des meurtriers et des violeurs, quoi. Et contrairement à toi, moi, c'est pour ça que j'ai adoré ce film. C'est parce qu'il est beaucoup plus terre à terre que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Non, mais en effet, je pense qu'il y a une très mauvaise communication autour du film. Je voyais aujourd'hui sur Twitter quelqu'un qui a vu le film en présence de beaucoup de gens qui venaient pour se faire peur. Je pense que le film, la seule scène qui, à la limite, peut faire un peu sursauter ou crée vraiment une ambiance un peu horrifique, c'est la dernière dont je parlais tout à l'heure, mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mais c'est quand même, c'est la seule, je pense, qui peut amener un minimum de peur. Il n'y a rien d'autre, parce qu'à un moment, il y a des lumières qui clignotent, mais c'est plus pour aider les gens. Donc, s'il n'y a pas de côté réellement de volonté de l'horreur, de faire peur, en tout cas dans le film. Bah, il y a quand même un moment, je me permets de te couper 30 Ouais, secondes. vas-y. Il y a quand même un moment, justement, quand je pense à cette histoire de revenge porn, à un moment donné, la présence, là, d'un coup, elle se met à s'énerver. Et jusque-là, on comprenait pas trop quel était son but, en fait. C'est aussi ça, je trouve, la force du film, c'est qu'on ne comprend pas tout de suite quel est le but de cette présence qu'elle fait là. Et à un moment donné, quand elle entend cette histoire, c'est le fils, pardon, qui raconte ça à sa mère. En plus, il s'en vante à moitié. Il trouve que c'est une super idée d'avoir harcelé cette gamine. C'est hyper intelligent. La présence s'énerve, elle monte à l'étage, elle monte dans la chambre de ce gamin et elle se met à tout détruire. Et là, on se dit, oh là, est-ce que le film, justement, va pas commencer à partir, justement, sur ce côté un petit peu horrifique de la maison hantée et de la présence qui va se mettre à être néfaste, en fait, pour les habitants. Et c'est peut-être le moment Ouais. où, justement, le film te laisse un petit doute, quand même, sur... Ouais, pour moi, il laisse pas de doute parce que de toute manière, du fait d'être de son point de vue à la présence, ça annihile pour moi toute forme de possibilité de peur. Ce qui fait peur en général dans le film d'horreur, c'est qu'on ne sait pas qui est là, on ne sait pas ce qui se passe. Là, on est de son point de vue directement et dès le début du film, on se rend compte par la simple mise en scène qu'on est de son point de vue. Donc pour moi, ça déconstruit de toute manière toute forme de peur. Enfin, c'est mon point de vue, hein, mais je pense que ça annihile dès le début toute possibilité de créer un film d'horreur derrière, du fait d'être du point de vue de la présence, en effet, ou du fantôme, comme vous voulez. Donc c'est ça que je voulais dire. Après, je suis d'accord sur le fait que la famille partage rien. C'est assez déprimant même de les voir comme ça. Le père, à un moment, se met à pleurer parce qu'il est à bout. Personne n'est au courant dans la famille. Dès qu'il est face à sa famille, enfin, c'est que des faux semblants dans cette famille. C'est assez flippant en vrai de voir ça. Et pour le coup, c'est plutôt bien écrit. Mais au demeurant, le film reste quand même assez prévisible. Comme tu dis, la mère qui est fan de son fils, du coup, ça fait qu'on s'attend assez facilement à la fin du film. Mais pour le coup, on a spoilé assez, donc je vais peut-être pas spoiler la toute fin. Mais on s'y attend assez finalement à cette fin de film du fait que la mère soit à ce point-là accro à son fils. C'est un petit peu attendu. Bah, on va spoiler, si on va spoiler parce qu'on va le dire clairement. Voilà, la présence, c'est ce fameux fils. Je me permets de spoiler parce que ça va avoir une importance au niveau de la mise en scène. Je vais y revenir plus tard. Et je suis d'accord avec toi, c'est une scène qui est très marquante, qui est vraiment très puissante, qui m'a
vraiment laissé sur le cul parce que même si on s'y attend, moi j'ai pas forcément réfléchi. Je suis pas forcément parti du principe que la présence était un personnage du film, tu vois. Et donc du coup, même après qu'on apprenne que le fils est mort, hein, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit lui la présence. Et la scène, elle est quand même, malgré ça, c'est un vrai crève-cœur, quoi. Et puis ce cri de Lucy Liu là, quand elle découvre que c'est son fils, c'est enfin franchement. Enfin, moi, perso, j'étais vraiment pas bien, quoi. Ça m'a un peu serré le cœur, quoi. C'est vraiment, on Pour sent moi, la c'est vraiment détresse, quoi. la meilleure scène du film. Enfin, c'est vraiment la meilleure scène du film. Je te dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, après 40 minutes, à mes yeux, de ventre mou, elle te ramène vers le film, alors que je l'avais déjà condamné d'avance, elle te ramène dans le film et tu fais, ah ouais, il arrive à finir son film. Il y a plein de films qui n'arrivent pas à se finir, lui, c'est vraiment pas le cas. Il arrive à finir son film et il le finit assez magistralement d'ailleurs. Et pour revenir là-dessus, d'ailleurs, c'est pas tout à fait enfin si c'est la dernière séquence, mais le fait qu'elle découvre que c'est son fils n'est pas forcément le dernier acte, il y a aussi tout ce passage qui peut paraître un peu cliché au premier abord où justement, cette présence du coup finit par sortir de la maison, ce qu'elle n'avait jamais fait jusque-là et elle s'envole en fait, comme si voilà, elle avait trouvé la paix, elle retourne dans le ciel, elle retrouve la paix et cetera. Et ce qui est intéressant, c'est que la présence ne retrouve pas la paix après avoir sauvé sa sœur, puisque c'est comme ça en fait que le fils est mort, c'est en voulant sauver sa sœur. Donc il passe par la fenêtre comme tu dis, ce qui est une scène, c'est vrai, un peu ridicule, tu te demandes pourquoi il fait ça, mais bon bref, c'est comme ça que ça se passe. Il meurt et tu pourrais te dire que la présence, voilà, il a sauvé sa sœur, il pourrait s'échapper là et enfin il pourrait, être en paix à ce moment-là et en fait non. En fait, la présence est en paix après avoir finalement dit à sa mère, après avoir révélé à sa mère qu'il est le sauveur de sa sœur, qu'il est cette présence depuis le début dans la maison et je trouve que c'est un côté très beau en fait. Et puis surtout, après avoir eu une réelle émotion de sa mère, autre que mon fils, tu vas cartonner, t'es le meilleur, tu vas faire de la piscine, tu vas faire des études. Quelque chose d'autre que purement, je sais pas comment dire, purement cliché sur la réussite à l'américaine ou le rêve américain, dont on parlait déjà hier sur Brutalisme. Mais ouais, sur le rêve américain, il y a ce côté, pour une fois, elle émet une émotion autre envers son fils et une vraie émotion de tristesse et d'amour finalement qu'elle ne montre absolument pas pendant tout le reste du film et du métrage. Donc ce qui fait que la fin, vraiment là-dessus, elle est assez percutante et assez intéressante. En plus, elle montre une émotion tout court. En fait, tout simplement, hein, parce qu'elle est quand même apathique tout le film. Enfin, je veux dire, on a l'impression que pour le Oui. coup, elle en a rien à foutre d'être là. Enfin, il y a rien qui l'intéresse, il y a rien qui la touche. Mais c'est vraiment le seul moment. Et c'est presque le seul moment où même quelqu'un dans cette maison a une émotion forte, hein, finalement, hein, quand tu regardes Oui, parce bien. que même la fille, elle est morne pendant tout le film. Bon, tu sens qu'il y a pas la culpabilité, mais la tristesse de la mort de sa meilleure amie, mais elle est cadavérique et morne pendant tout le film. Ouais, non, je suis d'accord. Je vais revenir sur les trucs plus. Non, vas-y, si tu avais quelque chose à rajouter. Non, je voulais juste conclure une dernière fois avant que tu reviennes Ah, là-dessus. vas-y. Enfin, sur cette séquence-là, en plus, ce que je trouve hyper intéressant, moi, dans cette séquence, enfin, pour revenir sur le côté, la présence retrouve la paix en remontant, c'est que justement, en fait, la présence, on pourrait penser qu'elle est uniquement là pour sauver sa sœur, mais j'ai aussi vraiment la sensation qu'elle est là justement pour un peu causer un électrochoc dans cette famille qui est complètement apathique. Parce que tout le film, en fait, donc depuis ce que je dis tout à l'heure, c'est l'histoire d'une famille qui pourrait d'extérieur paraître unie, on n'en sait rien puisqu'on ne voit jamais l'extérieur, mais qui s'avère qu'à l'intérieur, elle est vraiment morne, elle est vraiment morte, etc. Et donc, la présence retrouve la paix, entre guillemets, elle s'en va de cette maison après avoir déclenché une émotion très forte, très vive d'une des personnes de cette famille. Et je trouve que c'est intéressant dans le sens où on aurait presque pu penser, quand on voit comment réagit cette famille après que le fils soit mort, on les voit déménager. Je sais pas si tu te rappelles, on les voit juste déménager, ils sortent, ils se parlent toujours Oui, pas. d'ailleurs, on s'attend pas forcément à ce que le fils soit mort à ce moment-là. On se dit, il est peut-être dans la voiture, il a une jambe pétée. On s'attend pas forcément à ça, d'ailleurs, à la Exactement. scène de fin. Exactement, c'est là où je voulais en venir. C'est qu'en plus, on ne sait même pas si le fils est vraiment mort ou pas. On le voit pas, mais on n'en sait rien. Même si la séquence d'avant, bon, quand même laisse. Enfin, je vais pas dire qu'elle laisse peu de doute parce que dans le Après, cinéma, bon, voilà. Mais tombe du premier étage, il aurait pu juste se péter une jambe en tombant sur l'autre, etc. C'est pas non plus ça aurait pas. forcément une Voilà, c'est vrai. obligation qu'il soit décédé. Ça aurait pas été déconnant. Et justement, quand on voit cette séquence, on se dit, bah ça y est, en fait, la famille, comme quand la gamine a été témoin, enfin pas témoin, mais que on apprend qu'une de ses copines est morte. Tu sais, c'est toujours le côté un peu le secret. Tu sais, le secret qui bouffe une famille, les gens de la famille qui ne veulent pas avouer leur secret, qui ne veulent pas se parler entre eux de leur secret et qui du coup, ce secret-là, ce secret inavouable, il enfle et en fait, il pourrit tout. Il pourrit tout dans la relation de la famille. Et ça aurait pu encore, la mort de ce garçon aurait pu encore être un éternel secret dans une famille qui ne se parle pas et qui va déménager, ok, mais qui va juste déplacer le problème ailleurs en fait. Et
je pense que justement le fait que cette présence révèle qui elle est à la fin du film à un des personnages, c'est pour donner un électrochoc et pour dire mais merde quoi, arrêtez d'avoir des secrets comme ça, arrêtez de vouloir tout cacher, arrêtez de ne pas vouloir montrer vos émotions, explosez un peu, montrez ce que vous ressentez et revivez réellement en tant que famille. Alors ça, moi, là, c'est vraiment de l'interprétation parce qu'on ne sait pas si elle va réussir à le faire ça, hein. On voit la mère qui pleure et ça s'arrête là, hein. On ne sait pas quelles conséquences ça va avoir sur cette famille. Ah, mais Et c'est vraiment ils se comme font ça un que je vois les espèce de choses. câlin, ils se font un espèce de câlin à 3. Enfin, il y a enfin un contact physique, visuel et émotionnel entre eux. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Juste avant que Et la c'est ce séquence qui sorte, fait c'est que vrai. ce qui fait que le fils peut partir en paix ou alors aller ailleurs. Je sais pas, ça se trouve, il va en enfer, mais bref, non. Oui, bah, il monte quand même. Il monte et ça se finit Ouais. sur un écran blanc. Ça présuppose que il va pas en enfer. Techniquement, quand on va en enfer, on va dans l'autre sens. Mais bon, effectivement. Voilà, on a beaucoup parlé de cette séquence finale. Tu voulais revenir sur deux, Je trois voulais trucs. juste revenir sur quelques ratés, moi. D'un point de vue mise en scène, j'ai dit que c'était assez intéressant, mais il y a quand même, je trouve, et c'est tout le problème à chaque fois de ce genre de procédé, ça me fait penser à beaucoup de films de found footage où ils font croire qu'on a retrouvé des pellicules, que c'est tourné à la caméra à l'épaule, que c'est tourné au téléphone, etc. Puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu as un plan 16/9 en 2K, etc., filmé avec une caméra fixe. Il y a quelques films qui ont essayé de se détacher de ça, comme j'ai oublié le nom, le film avec les super-héros qui était sorti il y a quelques temps, où des jeunes se retrouvent avec des pouvoirs et c'est entièrement du found footage. Et ils avaient réussi pour une fois à contrecarrer ce côté où, un moment, il va bien falloir passer par autre chose que la caméra à l'épaule pour mettre quelque chose en scène. Et ce qui sort un peu du found footage. Et le film avait réussi très bien parce qu'avec leur pouvoir, ils arrivaient à faire bouger la caméra comme ils voulaient. Donc on avait en fait ce contre-plan beaucoup plus filmique grâce en fait à un procédé de scénario. Mais ici, on a un peu ce défaut à 2-3 moments, je trouve, on est toujours du point de vue de la forme, enfin de la présence. Et à quelques moments, on ne sait pas pourquoi, le film se précipite et fait qu'il va y avoir un événement dans le lointain de l'écran qui va apparaître et qui peut pas être fait par la forme. Par exemple, quand la première fois que la sœur et le meilleur ami du fils s'embrassent, il y a tout qui s'effondre dans l'armoire et en fait, ça apparaît comme un plan filmé de loin. Et je trouve que ça sort un peu de ce côté, on est dans la forme de la présence. Peut-être que la présence a des super pouvoirs, elle peut faire des trucs de loin, mais c'était marrant parce que toutes les autres fois où elle fait bouger des choses, c'est vu vraiment au corps à corps en fait. Quand la présence bouge les livres, on est vraiment au niveau des livres et on imagine les mains. Et là, en fait, il y a 2-3 moments où on l'imagine pas du tout. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Donc, j'aurais préféré peut-être que la caméra se rapproche plus du meuble pour faire tomber l'armoire. C'est des détails vraiment chiants et cons, hein, mais c'est des choses que dans tout ce type de procédé, je trouve, parfois manque un peu de jusqu'au boutisme. Voilà, c'est tout. Bah, après, oui, après, ça me choque pas. Déjà, on apprend au bout d'une demi-heure de film que finalement, la présence a des pouvoirs télékinésiques, hein, parce que la fameuse séquence des livres dont tu parles, elle sort de nulle part. Jusque-là, on n'avait jamais été témoin d'un quelconque pouvoir. Donc après, qu'on découvre qu'en plus, elle est capable de faire tomber des choses à distance, ça me choque pas non plus, tu vois. Bah, le problème, c'est qu'avec les livres, pour moi, c'est pas télékinésique. C'est-à-dire qu'elle est capable de rentrer en contact avec les objets qui l'entourent. Pas forcément de les faire bouger à distance. Mais bon, enfin après. Ouais, mais d'un autre côté, comme on est du point de mais, vue de la présence et qu'on voit bien que les livres sont soulevés par rien d'autre qu'elle-même, oui, on pourrait penser qu'elle les tient et que du coup, enfin, ça serait bizarre que, vu qu'on est du point de vue de la présence, on puisse pas voir des membres physiques si jamais elle en avait, tu vois, pour soulever les livres. Tu vois ce que je veux dire? Genre, bon, moi, j'ai vu ça, j'ai vu vraiment ça comme un pouvoir télékinésique, quoi, tu vois. Mais oui, non, mais après, je suis tatillon pour faire chier parce que c'est toujours les trucs dans ce genre de procédé que j'essaye de trouver. Surtout quand je m'ennuie en fait. Et vu que le film m'a un peu ennuyé vers le milieu, c'est vrai que tu vas t'attacher plus à ça qu'à autre chose. Toi, il t'a moins ennuyé, donc ça t'a moins choqué, t'étais un peu plus dedans. Mais à en reparler, le film est peut-être mieux que ce que j'ai pu défoncer au début. Hein, mais voilà. Après, tu as raison sur les procédés. Enfin, moi, je pense à The Visit de Shyamalan qui régulièrement, je trouve, trahit un petit peu son procédé. Mais après, j'ai pas trop envie de parler de The Visit. Mais tu vois, là, par exemple, un truc que j'ai trouvé hyper intéressant et que j'ai relevé, on va dire, un peu après coup, c'est le fait que cette présence donc est un adolescent et je trouve qu'elle a des réactions d'adolescent. Tu vois, genre, elle se précipite, elle monte les marches 4x4. Et encore une fois, je le répète, c'est le seul personnage qui fait ça hein, dans le film. Et je me demande même si c'est pas le seul personnage qu'on voit monter les escaliers. Non, peut-être pas. Je crois qu'on voit la fille à un moment donné dans les escaliers. C'est assez fugace, mais on les voit quand même. Mais tu vois, genre, il y a tellement peu de mouvement en fait des personnages dans ce film que c'est très étonnant. Non, d'ailleurs, il y a Ryan qui monte les escaliers forcément, puisque c'est un des rares moments où on suit un personnage justement en train de faire quelque chose. C'est Ryan, le mec méchant du film, qui d'ailleurs
Bah, enfin, pas paradoxalement, ça correspond à ce que je dis depuis tout à l'heure, mais c'est un des personnages qui se déplace le plus dans cette maison, en fait. Avec la présence, plus que les membres de la famille elle-même, en fait. Une forme de surveillance de ce personnage, c'est pour ça que c'est celui qu'on suit le plus. Ah Parce bah qu'il y a c'est une sûr. méfiance. Oui, c'est sûr. Ah bah, la présence se méfie, puisque la présence, de toute façon, avait déjà vu que c'était un mec un peu louche. Hein. On l'avait déjà vu, il a déjà essayé de droguer un verre. La présence avait déjà réussi à se débarrasser de ce verre-là. D'ailleurs, petit détail que j'ai trouvé sympathique dans la mise en scène, la deuxième fois, Ryan ne pose pas les verres de jus d'orange sur un quelconque meuble. Il les garde dans la main, tu vois, au cas où, genre que on va dire, l'espèce de tremblement de terre que la présence a causé ne se renouvelle pas pour qu'il puisse effectivement, factuellement donner ce verre de jus d'orange empoisonné. Je sais pas si c'est empoisonné le mot, mais si empoisonné quoi. Et d'ailleurs, il y a vraiment, enfin, je trouve qu'il y a pour le coup, moi, je trouve qu'il y a une justesse dans la mise en scène parce que la présence, on sent quand même que c'est, comment expliquer, c'est pas un fantôme. La présence, malgré le fait qu'on la voit pas, malgré le fait que bah, on la voit pas parce que c'est nous, mais on voit pas de membres, on voit rien, elle dégage quand même, je trouve, quelque chose à la fois d'humain, mais elle est immatérielle et matérielle en même temps. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais je veux dire, la présence traverse pas les murs. Tu vois, la présence passe par les encadrures de porte. Et elle monte la fenêtre. Alors ça, tu pourras me dire, bah oui, c'est normal, Soderbergh, il tient une caméra, donc il a pas le choix, il peut pas passer à travers les murs. Mais il aurait très bien pu faire un effet spécial. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu faire un truc à la Fincher, il traverse les murs ou je sais pas quoi, dans Panic Room, ou je sais plus ce qu'il fait exactement. Il aurait pu faire ça pour donner un côté immatériel à cette présence, mais c'est pas le cas. D'ailleurs, c'est le même scénariste que Panic Room. Oui, d'ailleurs, oui, effectivement, j'ai fait un parallèle involontaire, mais oui, effectivement. Et tu vois, je trouve que il arrive à donner, à faire ressentir le fait que la présence, bah, c'est un adolescent qui est décédé et qui est là pour surveiller cette famille. Enfin, même pas vraiment la surveiller, elle est là, elle est témoin de ce qui se passe. Et d'ailleurs, il est quasiment évident que c'est la présence qui découvre en fait l'état de sa famille, réellement, genre à sa mort, quoi. C'est-à-dire Oui, parce que, qu'il s'en rendait pas compte quand il était vivant, enfin, il le voyait pas. bah, c'est ça. Il pouvait pas le Et voir, en fait. d'ailleurs, c'est assez intéressant la fin quand il va s'auto-réveiller finalement pour sauver sa sœur. On sent qu'il hésite. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il prend un temps fou, il attend le dernier moment pour y aller en fait. Bah, il attend le dernier moment et puis même tu peux te dire alors là ça peut faire partie des défauts du film. Ça par contre, quitte à pinailler un petit peu sur l'écriture, ça peut faire partie des défauts du film. On voit que la présence elle est capable de faire ci, elle est capable de faire ça. Pourquoi? En fait, elle paraît si passive devant cette dernière scène qui est, bah, de très loin la pire des choses qui pourraient arriver à cette famille. Enfin, c'est la pire des choses qui arrivent à cette famille pendant tout le film. Jusque-là, bon, il renverse des jus d'orange et il bouge des livres. On sait qu'il est capable de bouger un livre. Alors dans ce cas-là, pourquoi il prend pas un livre et qu'il tape sur la gueule de Ryan? Tu vois, tu te dis, ah, pourrait faire ça, Ouais. la présence. Donc, ça cause, on va dire, une micro-incohérence. Si on est dans le genre à pinailler scénaristiquement, effectivement, là-dessus, je veux bien concevoir parce que c'est un questionnement qui m'a eu. Mais après, moi, je me focalise vraiment sur qu'est-ce que ça veut raconter derrière. Et ça veut raconter, bah, c'est quand même l'histoire d'un adolescent prend conscience qu'il est obligé de se sacrifier pour sa sœur. Et parce que bah voilà, on est dans le principe d'une boucle, et d'ailleurs c'est dit par la médium. À un moment donné, il y a aussi toute une séquence avec une médium qui vient et qui dit que la présence, elle donne un petit indice d'ailleurs. Elle commence en disant la présence, c'est pas trop, c'est du futur, du passé, du présent. Elle est un petit peu dans toutes les temporalités Ouais. à la fois. Et même, c'est un peu lourd le côté de la médium. Je trouve que c'est vraiment, on sent le film américain où de toute façon là-bas ils sont fans de ces trucs-là. C'est pas ce que j'ai trouvé le plus intéressant non plus, mais Non, c'est pas le plus intéressant. Puis malheureusement, les 2 fois où elle arrive, bah c'est un peu le côté ah, je suis un spoiler. Tu vois, genre je suis en train de donner des petits indices sur ce qui va se passer après. Pareil, ouais. le coup de la fenêtre qui ne s'ouvre pas. Alors après, moi, j'avais pas pensé à ce qui allait se passer et j'y avais pas réfléchi parce que je suis pas du genre à vouloir essayer de deviner ce qui va arriver dans les films. Souvent, soit ça me saute aux yeux, soit je me fais avoir. Donc finalement, ça veut pas dire genre forcément la médium elle spoil pas le film. C'est pas ce que je dis. Mais bon, c'est pas le truc le plus subtil non plus. Mais ça apporte aussi un côté tragique en se disant, bah finalement, elle aurait essayé de tous les prévenir quand même, du drame qui allait arriver et bah le drame va arriver. Il y a un côté très tragique où le fait que, je ne veux pas dire que c'est une boucle temporelle parce que c'est pas le cas puisque la présence n'est pas soumise à une quelconque temporalité, mais il y a quand même un côté très, bah oui, oui, il y a vraiment un côté tragique parce que tu vois factuellement la mort d'un adolescent qui se sacrifie pour sa sœur et qui en plus, bah, du coup, rien ne laisse deviner qu'il va faire ça. Parce qu'il déteste quand même sa sœur un peu. Enfin, je sais pas s'il la déteste. il la déteste pas, mais ils se parlent pas, ils communiquent peu entre Ah, eux. il la méprise quand même beaucoup. Il lui dit que c'est une loque, qu'elle fait rien, qu'elle sert à rien, que tu vois qu'elle est un Il parle de boulet. ses Tu vois, amis. genre.
Il se moque de ses amis qui se sont suicidés. Oui, en plus, ouais. Non, mais c'est vraiment un petit con, tu vois? Cet adolescent, c'est vraiment un petit con, hein, genre, là, pour le coup, c'est encore une fois, c'est le cliché de l'adolescent. Lui et Ryan, hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment le cliché de l'adolescent. Mais bon, je trouve que ça colle quand même, tu vois? Genre, il y a vraiment c'est pas sur ça que ça m'a pas encore une fois, ça m'a pas choqué et ouais, du point de vue de la mise en scène, j'ai bien aimé, ce côté, il y a un côté assez même volatile de cette présence. On sent enfin, elle est pas forcément à taille humaine, tu vois? Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti qu'elle était, comme si elle lévitait un petit peu quand même, mais elle évite en même temps ce côté, vidéosurveillance, tu vois? C'est pas une caméra de surveillance, la présence, tu vois? C'est pas un truc qui est là pour espionner les personnages, pour quand bien même il y a aussi, je pense, tout un on pourrait penser qu'il y a tout un discours sur le voyeurisme quand même, tu vois? Aussi, genre, le voyeu enfin, à quel point on doit, voir ou ne pas voir ce qui se passe dans une famille pour des personnages, pour des enfin, tu vois? Moi, je trouve que c'est un film qui est vraiment riche et au contraire de toi, j'ai vraiment, enfin, moi, j'ai vraiment adoré et pour moi, bah, j'ai pas vu beaucoup de films déjà cette année, qui m'ont plu à ce point. Je veux dire, pour ceux qui suivent un peu l'émission, j'ai adoré Les Feux sauvages de J.S. Zanke et celui-là et pour l'instant 2025, ça s'arrête un peu là, hein. J'ai pas vu, beaucoup de films qui m'ont plu, En fait, tu qui m'ont plu bien à ce les point, films quoi. sur des fantômes, parce que les 2 sont un peu sur des fantômes. Oui, oui, IR. oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, c'est des Mais films oui. où le personnage Alors principal ne parle pas, tu vois? C'est ouais, c'est ça, ouais. ça fait du bien, peut-être de temps en temps, tu sais? Je sais plus. Non, réflexion faite, ouais, c'est quand même mieux à en y réfléchissant, en en parlant, c'est quand même mieux que le ventre mou que j'avais vu, même s'il reste quand même assez, dubitatif sur, certains choix scénaristiques, sur la partie centrale du film et sur ce que ça veut réellement raconter. Mais, bon. Après voilà, il y a aussi le côté, je trouve que c'est peut-être un défaut, que peut avoir Soderbergh ces dernières années. Moi, j'avais vu Kimi, c'est un peu pareil, tu vois? Kimi, c'est bourré de bonnes intentions. Il y a des trucs qui sont hyper sympas. Ça veut un peu faire, blow up, blow out, parce que tu as, une sorte de Alexa là, dans le machin qui enregistre les choses et enfin, je sais pas si tu as vu Kimi, mais bref, Oui, je ça l'ai parle vu, c'est pas trop mal, ouais, mais c'est pas trop mal, mais du coup, en fait, ça part très bien et puis tu es pris dans le truc et puis d'un coup, tu commences à balancer quelques péripéties et le film là, bon, du coup, me perd un petit peu et m'a un petit peu ennuyé et puis alors, pour le coup, j'ai pas du tout aimé, toute la fin de Kimi que j'ai trouvé, hyper classique et puis, bon, franchement pas très intéressant de ce côté, limite, semi, home invasion là, bon, j'ai pas accroché plus que ça et au contraire, je me suis pas ennuyé du tout et ce qui est quand même bizarre dans un film non, c'est pas bizarre, mais dans un film où il se passe finalement peu de choses, c'est tout ce qui s'est joué dans les détails, en fait, qui m'a intéressé et puis je trouve que, tu vois, tu as dit les acteurs, machin, moi je trouve que les acteurs sont vraiment ah, j'ai dit exceptionnels, qu'ils quoi. étaient bien, ouais. Enfin, genre l'acteur qui joue le père, il est enfin, je trouve qu'il est incroyable dans cette faculté qu'il a d'être altruiste, d'être proche, tu vois, d'ailleurs, je disais tout à l'heure, que les personnages se déplacent pas, dans ma tête, là, c'est un des seuls que je vois se déplacer. Je sais pas si tu te rappelles, tu sais, quand il propose des burritos, là, à sa famille, il va d'une chambre à une autre. C'est presque la seule fois, d'ailleurs, qu'il y a un personnage qui fait la jonction de la chambre de la fille et du fils, tu vois? Ça montre aussi ce côté où lui, il essaye d'être le lien, de continuer à, tu vois, d'être celui qui veut que cette famille reste unie et puis qui malheureusement n'y arrive pas vraiment, n'y arrive pas du tout même et il y a moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Le personnage de la fille est dramatique, hein, enfin genre, parce que tu sens qu'elle est un peu morne, tu sens qu'elle est là, elle pense que la présence est quelqu'un d'autre, ce qui est d'ailleurs, assez triste, tu vois? Genre, si elle savait vraiment qui était cette présence, je crois que ce serait encore pire pour elle mais Ouais. mais tu vois, genre, il y a vraiment tout un côté, puis, bon, elle tombe amoureuse de ce petit con et puis tu vois, ce que je disais tout à l'heure dans les secrets inavouables et inavoués, c'est genre, elle est amoureuse de lui, elle en parle même pas à son frère, elle en parle pas à ses parents, elle le fait venir quand elle sait que ses parents seront pas là. Lui, il se débrouille pour se débarrasser du frère et le pire, c'est qu'il lui dit à cette gamine que: «T'inquiète pas, ton frère, ça pas un problème, on pourra faire ce qu'on veut». Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours tout un côté, on s'avoue pas les choses, personne ne dit à personne ce qui va se passer et ben, ça aboutit à ce drame, qui est, la mort d'un des membres de cette famille. On peut dire que, voilà, chaque personnage, par ses actes, par ses actions, aboutit à ce drame final, en fait, que ça soit, le fils qui se sacrifie, la fille qui n'avoue rien, qui cache un petit peu pour elle parce qu'en plus elle aimerait bien aller mieux en présence de quelqu'un, tu vois? Alors c'est
Après, ça reste une victime, hein, je dis pas, et c'est quand même affreux ce qui lui arrive, hein, clairement. Enfin, je veux dire, le mec, il s'avère que Ryan, c'est quand même une pourriture. Mais voilà, le fait qu'elle dise à personne qu'elle veut l'inviter, le fait que les parents, bah, tu sais, la mère doit partir à cause de son histoire non, c'est peut-être pas à cause de son histoire de fraude, c'est peut-être pour un déplacement professionnel. Enfin bon, bref, le père qui veut à tout prix aller avec elle, alors que s'il était resté dans le foyer, bah, il se serait pas passé ça. Enfin, tu vois, il y a tout à côté. Encore une fois, je reviens à ça, il y a tout un côté tragique quand tu reprends le film un peu à rebours avec la révélation de qui est cette présence. C'est vraiment hyper triste, quoi. Et puis, enfin, je sais pas, ça dit quelque chose sur la famille américaine, je pense, puis comment se sent en plus une famille américaine en ce moment dans cette Amérique un peu contemporaine. C'est le côté un peu morne, le côté un peu, bah voilà, on se dit rien, on se cache les choses, on n'est pas particulièrement heureux. C'est même pas un métro boulot dodo, c'est un rien du tout, quoi. La vie avance pas, la vie est morne. Les membres, même dans une famille, on ne s'aime plus particulièrement. Quand tu prends les choses comme ça, c'est vraiment terrible, quoi. C'est un film funèbre un peu, tu vois, un film vraiment, ouais, un film funeste, quoi. Enfin, rien que d'y repenser, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attends quand tu vas voir Présence de Soderbergh, on te dit tu vas être POV, je suis un fantôme. Tu te dis ouais, c'est vrai, ouais, ok, ça va être un film d'épouvante et tout. Pas du tout. On est vraiment sur un drame familial, une tragédie familiale qui, moi, m'a vraiment touché. Mais en tout cas, allez le voir. Je pense que contrairement à l'autre film qu'on a fait, Brutaliste, ces derniers temps, je pense que celui-là, vous pouvez vraiment aller le voir, sans vous attendre à un film d'horreur, mais allez le voir, ouais. Bah, allez le voir et puis bah, peut-être dépêchez-vous parce que pour le coup, ouais, moi perso, il a été très très mal distribué. J'ai pu le voir au cinéma, j'ai eu de la chance. Il a été assez mal distribué. Enfin, moi, je l'ai vu dans un UGC, hein. On me dirait, il n'était pas si mal distribué que ça, mais bon, il n'était pas distribué près de chez moi, quoi. J'ai dû faire un petit peu de route pour le voir. Et donc, il n'est pas très bien distribué. Il risque de pas rester très très longtemps à l'affiche. Je sais même pas s'il y a encore, hein, je dis ça, mais en fait, ça se trouve, il est même plus disponible. Si, même dans ma ville paumée, il est encore à l'affiche, donc je pense qu'il va le rester encore quelques temps. Mais oui, faut aller vite. D'autant que un autre, je l'ai dit en début d'émission, un autre Soderbergh sort dans pas très longtemps, la cour en mars. J'ai pas le jour exact, mais qui s'appelle le Black Bag avec Kate Blanchett et Fassbender. Donc effectivement, le dernier Soderbergh va bientôt ne plus être le dernier Soderbergh, mais voilà, moi je vous conseillerais très fortement d'aller le voir parce que c'est vraiment j'aime pas dire ça, mais c'est une expérience, quoi. C'est vraiment un truc à vivre et ça va faire, enfin moi ça m'a fait ressentir des choses que je m'attendais pas forcément à ressentir en allant voir ce film-là.